Merci Sarah. Donc j'ai quelques minutes pour vous introduire à ce sujet fondamental qui est devrions-nous mettre en œuvre quelque chose comme un revenu de base universel? Je vais aborder 3 points. Le premier, c'est pourquoi faut-il se poser la question? Le deuxième, c'est quels seraient ces droits fondamentaux qu'il faut préserver? Et le troisième, que vous attendez tous sûrement, c'est comment on le finance? Alors pourquoi il faut se poser cette question aujourd'hui? Parce que je crois que toutes les solutions un peu magiques que nous nous sommes inventées jusqu'à présent pour nous dire le problème ne se pose pas, ces solutions sont en train de disparaître. La première d'entre elles, c'est la croissance du PIB. Il y a des tas de bonnes raisons de penser que nous n'aurons probablement plus jamais, en tout cas pas en Europe, des taux de croissance du PIB analogues à ceux que nous avons connus pendant les 30 glorieuses, entre 1945 et 1975. Pourquoi? Pour 2 raisons fondamentales. La première, le ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, vient de le redire fortement, à cause des dérèglements climatiques. Moi, en tant qu'économiste, je n'observe pas de découplage entre l'augmentation du PIB et l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, ou de manière simplement extrêmement frémissante sur les 10 dernières années, et uniquement en Europe. Donc on ne peut pas tabler, à mon avis, sur un découplage. Autrement dit, la croissance verte est probablement un mythe. Et du coup, si on veut honorer le défi extraordinaire du réchauffement climatique, du dérèglement climatique, probablement qu'il faut tout simplement renoncer à augmenter le PIB comme instrument d'orientation de nos politiques publiques. La deuxième raison, c'est la raréfaction programmée des ressources naturelles, de l'énergie fossile, de toutes les énergies non renouvelables d'un côté, et des minerais de l'autre. Il y a un Français, un ingénieur, Philippe Biwix, qui récemment a attiré notre attention avec beaucoup de force sur le lien très fort qu'il y a entre la difficulté à extraire des minerais, dont nous avons tous besoin, par exemple, dans vos iPhones, et il y a plein de petits minerais, et la raréfaction du flux d'énergie que nous arrivons à tirer du sous-sol chaque jour. Donc ça, c'est un problème assez technique, je ne vais pas rentrer dans le détail, simplement, il donne des signaux assez forts qui permettent de penser que probablement que des taux de croissance très élevés durablement, nous n'en aurons plus, même si nous allons chercher la croissance avec les dents. Du coup, ça veut dire qu'on ne peut plus s'y raconter que, disons, un revenu minimal d'existence qui permette à chacun de mener une vie digne sera assuré par la croissance. Autre conte de fées que nous nous sommes racontés très longtemps, c'est l'efficience des marchés financiers. Même l'analyse économique la plus orthodoxe, la plus mainstream, à savoir pour ceux qui connaissent la théorie de l'équilibre général, explique très clairement qu'à partir du moment où les marchés financiers sont incomplets, ils sont très inefficaces. Qu'est-ce que c'est qu'un marché incomplet? C'est un marché dans lequel il existe au moins une personne qui ne peut pas s'assurer contre tous les risques. C'est évident que les marchés sont tous incomplets, et c'est évident qu'ils seront toujours incomplets. On ne peut pas croire qu'un jour la parousie arrivera sur cette terre, même si je suis catho, et c'est pas ça la parousie. Donc les marchés financiers sont toujours incomplets, donc ils seront toujours très inefficaces. On ne peut pas compter sur eux pour allouer de manière efficace le capital et le risque. Autrement dit, il faut qu'on se remette à la table des négociations politiques et qu'on discute entre nous de la manière dont on veut organiser notre société pour assurer à chacun la possibilité de mener une vie digne. Ça, c'était mon premier point. Deuxième point, quels sont les droits fondamentaux auxquels on peut penser? Évidemment, le premier, c'est immédiatement le revenu monétaire, mais vous devinez tout de suite, et Sarah l'a déjà dit, qu'il y a plein d'autres dimensions de l'existence humaine qu'il faut absolument pouvoir honorer. Je vous en donne un exemple très frappant, qui date d'il y a quelques mois, le virus Ebola. Les statistiques officielles, c'est que le virus Ebola a tué 11 000 personnes dans les 3 pays d'Afrique de l'Ouest où l'épidémie s'est déclarée. En réalité, il y a eu bien plus que 11 000 personnes victimes du virus. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où l'épidémie a été déclarée dans ces pays, la totalité du système hospitalier de ces 3 pays a été fermée. Pour une raison évidente, c'est que si vous entrez dans un hôpital où il y a quelqu'un qui a le virus, vous êtes à peu près sûr de l'avoir. Donc tous les hôpitaux ont été fermés, toutes les cliniques ont été fermées. Du coup, il y a des tas de gens qui sont morts dans ces 3 pays, qui n'avaient pas le virus Ebola, mais qui nécessitaient une hospitalisation. Simplement, il n'y avait plus d'hôpital. Il y a plein de femmes qui sont mortes en couches parce que les cliniques étaient fermées, les maternités étaient fermées, etc. Donc ceci vous montre que la santé, la bonne santé de chacun est indispensable à la vie de tous. Voilà, il suffit qu'il y ait une épidémie pour qu'on s'en rende compte et qu'on se rende compte tout d'un coup qu'il est indispensable pour tous, y compris ceux qui par ailleurs sont en bonne santé, que même les plus pauvres soient en bonne santé. Vous voyez, donc ça veut dire par exemple la santé, c'est certainement un bien commun à nous tous, dont tout le monde a besoin pour tout le monde. Des épidémiologues que vous connaissez peut-être, britanniques, Pickett et Wilkinson, ont publié récemment un livre absolument magnifique sur ce thème-là. En anglais, c'est The Spirit Level, et en français, j'ai un peu oublié le titre, c'est pourquoi ça va mieux quand nous vivons dans des économies ou des sociétés égalitaires, pour montrer que même les plus riches vont mieux quand les inégalités se réduisent. Les inégalités, c'est pas, réduire les inégalités, c'est pas juste un problème de solidarité pour être gentil avec les pauvres. C'est profitable, y compris pour les plus riches.
Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est quoi les grandes dimensions? Vous les connaissez évidemment, Sarah l'a dit, l'éducation, un revenu minimal, un accès aux ressources énergétiques minimales, des droits fondamentaux, par exemple la possibilité effective d'aller voter. Il ne suffit pas simplement d'avoir le droit de voter, il faut pouvoir se déplacer au bureau de vote, il faut savoir lire pour pouvoir voter, etc. Voilà. Dans cette partie-là du débat, il y a un aspect, à mon avis, qui est souvent oublié, qui est la qualité des relations sociales que nous entretenons les uns avec les autres. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement difficile et délicat à mesurer. Alors, à l'Agence française de développement, où je travaille, donc, qui est une grande banque publique française d'aide au développement à but non lucratif, nous avons développé, avec une de mes collègues, Cécile Renoir, un indicateur de capacité relationnelle, c'est-à-dire un indicateur qui essaie de mesurer la qualité du tissu social dans lequel vous et moi sommes impliqués. Vous imaginez que c'est délicat, mais on a essayé de le faire. On l'a mis en œuvre dans des pays aussi divers que le Nigeria, l'Indonésie, l'Inde, le Mexique. Bon, et ça donne des résultats tout à fait intéressants. Je donne un exemple très simple. Dans un petit village perdu du delta du Niger, au sud du Nigeria, on a constaté qu'il y avait eu pas mal de projets d'aide au développement dans les petits villages, qui étaient essentiellement de nature monétaire, donc qui consistaient à donner de l'argent. Et on s'est rendu compte que ça crée des inégalités astronomique à l'intérieur du village, et qu'il y avait une catégorie de personnes qui était particulièrement délaissée, c'était les veuves. Parce que finalement, elles sont désocialisées et que du coup, elles n'avaient aucun accès au canal qui permettait de recevoir une partie de la manne monétaire liée à l'aide au développement. Et donc, au fond, cette aide au développement a permis à un certain nombre de gens de s'enrichir, ce qui est une bonne chose sans doute, mais ça a plongé dans une détresse sociale terrible les veuves du village. Et ça, on l'a capturé à travers cet indicateur. Donc vous voyez, c'est une manière de montrer qu'il y a des façons d'essayer de mesurer de manière fine ces aspects-là des droits fondamentaux auxquels on ne pense pas immédiatement parce que ce sont les plus durs à observer, à quantifier et à mesurer. Troisième point, et c'est peut-être le plus délicat, comment est-ce qu'on va financer, quel que soit ce qu'on veut financer, disons les moyens pour chacun de mener une vie digne. Alors là-dessus, vous le savez sûrement, il y a une panoplie de solutions qui ont été proposées. J'attire juste votre attention sur le fait que, par exemple, donner un revenu minimal monétaire à tout le monde n'est pas forcément la bonne idée. Il se peut que ce soit une fausse bonne idée, pour une raison qui a été soulignée avec force par l'un de mes collègues économistes, Jean-Marie Haribé, qui prend comme exemple les allocations logement. Les allocations logement, comme vous le savez sûrement, ont servi d'alibi, dans certains cas, pour les propriétaires, pour augmenter les loyers qu'ils faisaient payer aux locataires. Et donc, il y a un effet pervers lié à, des subsides monétaires que vous pouvez donner de manière forfaitaire, quand on ne réfléchit pas à la totalité des mécanismes microéconomiques qui peuvent se mettre en marche autour de ce que vous faites. Alors, il n'en demeure pas moins qu'il y a des grandes propositions qui circulent dans le débat au sein de la communauté internationale, et il y en a une que je voudrais relever parce qu'elle me semble particulièrement importante et qu'elle exige, si on veut la prendre au sérieux, qu'on revienne sur toute une série d'images que nous avons autour de ce qu'on appelle la création monétaire. Donc cette proposition, c'est demander, par exemple, aux banques centrales de créer de la monnaie pour les plus pauvres. Alors, dans le contexte actuel, c'est une proposition qui doit certainement évoquer quelque chose pour vous, parce qu'elle a repris beaucoup de force à l'issue de la crise des subprimes, la crise financière de 2008-2009, la plus grande crise financière que nous ayons jamais connue dans l'histoire du capitalisme. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, et encore aujourd'hui, les banques centrales ont créé des tombereaux de liquidités qu'elles ont mis à disposition du secteur bancaire. Question qui a été posée, est-ce que c'était la bonne idée? Est-ce qu'il fallait donner ces milliers de milliards aux banques, ou est-ce qu'il ne fallait pas les mettre à la disposition des ménages pauvres américains surendettés, ou irlandais ou espagnols, qui n'arrivaient plus à payer leurs dettes? La raison pour laquelle beaucoup d'économistes ont plaidé pour la première solution, et par exemple les conseillers de Barack Obama lui ont dit « Monsieur le Président, il faut absolument mettre ces milliers de milliards à la disposition des banques, et non pas des plus pauvres », c'est qu'ils croyaient dans ce qu'on appelle la théorie du multiplicateur monétaire, qui vous dit, en gros, à chaque fois que la Banque centrale crée $1, qu'elle met à disposition des banques privées, les banques privées vont créer X dollars, peut-être 3, 4, 10, ça dépend du multiplicateur, qu'elles vont mettre à disposition de l'économie privée, l'économie réelle, vous et moi. Or, ceci est un conte de fées. Alors, c'est ce qu'on raconte dans beaucoup d'écoles de business school, d'universités en économie, on explique ça aux étudiants. Moi-même, j'ai interrogé mes étudiants sur ces théories-là. L'ennui, c'est qu'elles sont complètement fausses. On observe empiriquement que ça ne marche pas du tout. Ce n'est pas vrai du tout qu'à chaque fois qu'une banque centrale crée $1 ou €1, les banques privées en créent 3 fois plus à destination de l'économie privée. Et la réalité, ce qui se passe en vérité, c'est que les véritables créateurs de monnaie, ce sont les banques privées qui créent de la monnaie à destination de l'économie réelle et qui exposent
vont se refinancer auprès de la Banque centrale, qui est juste une banque d'enregistrement qui permet aux banques privées de ne pas faire faillite et qui crée la monnaie pour ces banques privées. Autrement dit, la première planche à billets dans nos pays aujourd'hui, ce sont les banques privées, les banques commerciales, les banques de second rang, celles que vous connaissez, BNP Paribas, Société Générale et autres. Donc c'est à leur niveau que se pose la question du financement d'un éventuel revenu minimum d'existence. Voilà, vous sentez que ça devient compliqué. C'est là qu'il y a un vrai débat à organiser parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas juste d'être gentil avec les pauvres, mais c'est quelque chose de bénéfique pour tout le monde, y compris les élites du 6e arrondissement parisien. Et donc, une autre manière de poser cette question, c'est de se dire finalement comment aider nos banques commerciales à financer les bons projets qui vont permettre à notre société d'assurer des conditions dignes d'existence à tout le monde. Et donc qui vont permettre, par exemple, si je reprends ce que disait le ministre des Affaires étrangères à l'instant, qui vont permettre, par exemple, de financer la transition énergétique dans un pays comme la France. La rénovation thermique des bâtiments publics, la mobilité verte, le verdissement des processus industriels et agricoles. Bon. Les plans techniques pour faire ça sont connus. Il y a eu un comité des experts pour le débat national il y a 1 an et demi, dont j'ai fait partie, présidé par Alain Grandjean, qui a planché sur cette question, qui a remis au président de la République une dizaine de scénarios de transition énergétique pour la France. Il y a encore des débats techniques sur tel ou tel scénario, mais en gros, nous avons les feuilles de route à notre disposition. Qu'est-ce qui les distingue les unes des autres? C'est simplement le mix énergétique français en 2035. La question qui est posée, c'est comment on le finance. Et c'est là qu'il y a un vrai travail, un vrai débat, à la fois technique et démocratique à avoir entre nous, sur la façon dont nous aidons nos banques commerciales aujourd'hui à financer les bons projets pour que vous et moi et vos enfants, moi j'en ai pas, puissent mener une vie digne en France et d'ailleurs dans les pays du Sud dans les années qui viennent. Voilà. Je vous remercie.